que vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir à tous et bienvenue dans Cinémascope, une version peut-être plus indépendante puisqu'on va parler de films, de films que personne ne veut voir. Personne ne veut voir, que personne n'a vu également. Donc il y aura The Party, Janet donc la Janet à l'anglaise, la sœur de Michael. Le Château de Verre et Un beau soleil intérieur. Pour parler de tous ces films, il y a Gauthier seulement. Ouais. Mais il y aura aussi un quiz de qualité. Vends-nous ton quiz, Simon, peut-être parce que... Il y aura une petite surprise dans ce quiz. Peut-être surprise. Mais le quiz... Le quiz en lui-même est déjà une surprise, mais... Il n'est pas comme vous l'avez connu jusqu'à présent. D'accord, ok. Ça donne envie. Et pour t'épauler, il y a bien sûr Marie, qui sera présente. On passe tout de suite à notre partie news jingle. Channel 4 News, with 5-time Emmy Award-winning anchor, Ron Burgundy. Jam Kind Sports. Alors évidemment dans le programme, comme tu le disais Simon, on aura notre carte blanche donc sur l'évolution du pass intégral Gaumont qui fait jaser. Hein. Qui fait jaser, ouais. Non, mais on va en parler pour voir un peu votre avis dessus. Non, dans l'actualité, il y a une actualité qui est énorme, et bien sûr, cette semaine, c'est bien sûr Manu Payet qui sera le maître de cérémonie des Césars, donc à la place de Jérôme Commandeur. Mais tu trouves ça cool? Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai regardé qui avait présenté donc qui était maître de cérémonie les années précédentes. C'est Pierre en Pierre, c'est ça? Non, non, pas du tout. Il y avait Foresti il y a 2 ans, Jérôme Commandeur l'an dernier qui avait fait un beau boulot, qui avait bien présenté. Moi, je trouve qu'il devrait laisser un mec en place, je sais pas, pour maintenir une ambiance ou pour qu'il soit plus à l'aise, même si Commandeur était assez à l'aise. C'est à la mode maintenant de changer tout le temps. Regarde, aux Oscars, ils font ça aussi. Ouais, mais pendant une bonne paire d'années, à un moment, c'était toujours le même. Pour Alain Chabat aussi, il a présenté pendant un sacré moment aussi. Decaune aussi, ouais. Mais ça, j'aimais bien parce que du coup, tu sais, t'avais une récurrence et ça faisait un peu comme une émission. Et donc, voilà, c'était l'actualité. Moi, je suis assez déçu qu'il n'ait pas continué, même si c'est le seul moment où j'ai bien aimé Jérôme Commandeur. Donc... voilà. C'était assez mauvais pour lui. Aujourd'hui donc sortait Blade Runner bien sûr, donc de Denis Villeneuve. Donc il y a eu toute l'histoire donc qu'on a su sur la musique et donc il y avait une actualité donc puisque Denis Villeneuve s'est prononcé donc sur le choix de mettre de côté Dwayne Johansson, donc on en avait parlé. Ouais, j'ai vu ça. Et il n'est pas dans le quiz, rassure-moi. Non, c'est d'accord. pas dans le quiz. Donc alors. Je choisis bien mes infos, contrairement à certaines. Là aussi, ça fait jaser parce que il dit en fait qu'il a choisi de remplacer Dwayne Johansson parce que pour lui, il se rapprochait pas assez de Vangelis. Et donc Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch étaient plus enclins à respecter ce côté-là, donc avec le synthé et tout ça. Et le truc, c'est que ça fait jaser parce que beaucoup disent que c'est un peu un damage control, c'est-à-dire il y a eu un problème, un cafouillage, et du coup il s'excuse en disant ça. Qu'est-ce que t'en penses, Simon, toi qui as un peu suivi toute cette affaire? J'attends de voir le film parce que pour l'instant j'ai entendu de mauvais échos de la bande son. Mais du film, il y a eu des bons échos. Oui, non, mais mais le point négatif souvent, ça tourne aussi autour de la musique. Et pourtant j'aime bien Hans Zimmer. L'autre c'est qui? Benjamin, je sais pas quoi. Il a fait quoi déjà? Alors j'ai pas regardé bien sûr. J'avais vu ce qu'il avait fait mais j'ai oublié. On manquait de devoirs. Exactement. Mais parce que Johansson c'est quand même un compositeur énorme, mais en ce moment j'ai l'impression qu'il a un peu de problème parce que déjà sur Mother il y avait eu il s'était retiré, on va dire. Il a demandé à Darren Aronofsky qu'il soit pas crédité en tant que compositeur. Du coup là c'est bizarre parce que c'était vraiment la collaboration depuis presque toujours, depuis la nouvelle carrière de Denis Villeneuve, on va dire. Johan Johansson, Denis Villeneuve, et là le perdre au profit de Hans Zimmer, on va voir. Mais je crois qu'il y a quand même le thème principal qui est composé par Johan Johansson. Ça va être un mix de plusieurs musiques, mais
c'est vrai que c'était un peu bête d'avoir fait travailler Joan Johansson sur le projet depuis le début et puis après le changer. Parce qu'en fait, ça à Terrence Malick. Mais l'argument de Denis Villeneuve, donc il dit c'est un artiste très fort, machin, je l'adore sur Prisoner, machin. Mais donc c'est surtout Vangelis, mais ce qui est débile, c'est que pourquoi il s'en rend compte à la fin. Donc si tu te rends compte dès le début quand même que le style c'est pas le bon. Mais je pense pas que ça soit aussi que Denis Villeneuve qui a eu ce choix. Je sais pas, ça m'a l'air bizarre que ça soit Denis Villeneuve qui choisisse d'enlever Johan Johansson, même s'il l'adore et tout comme il dit, mais pourtant ils ont toujours travaillé ensemble depuis Prisoners. Il dit même pas que c'est que lui, il dit Johan et moi avons décidé que j'aurais besoin d'aller dans une autre direction. C'est pour minimiser, je pense, parce que je crois que ça s'est pas passé si gentiment que prévu, je sais pas. Alors, il conclut en disant mais j'espère avoir la chance de retravailler avec lui. Donc c'est peut-être une tension de la part de Johan Johansson. Ouais, voilà. Mais qui lui se tu vois, déjà sur Mother, en ce moment, on sait pas ce qu'il a dans sa tête, peut-être. Il est dans sa petite entreprise en Islande et tout, parce qu'il a une boîte où il fait des trucs très expérimentaux et tout en Islande. Ah, mais du coup, maintenant, on parle beaucoup de lui, tu vois, alors que, bon, il était connu parce qu'il a fait des travaux exceptionnels, mais maintenant, on parle beaucoup de lui pour ça, tu vois, et ça lui donne un mais caractère. Maintenant, il y a 3-4 ans, personne ne le connaissait non plus. Mais maintenant, c'est devenu un compositeur important, mais... il se fait suppléer par Hans Zimmer et sa bande. Ça va pas être du grand Hans Zimmer, à mon avis, mais on verra bien. On verra ça bientôt. On entendra. Et on en parlera donc la semaine prochaine, évidemment. Toujours dans l'actualité, et ça c'était il y a quelques heures, donc, puisque 20 ans après Titanic, Kate Winslet retrouve James Cameron, puisqu'elle jouera donc dans la suite donc de la saga Avatar, j'allais dire Star Wars, je sais plus pourquoi. Donc c'est actuellement en tournage, comme on l'avait dit. L'actualité qui m'avait marqué donc, autour de ça, c'était surtout le budget qui est sorti à côté, donc $1 milliard pour 4 films, donc c'est quand même... plus que tout ce qu'on a vu depuis, et la volonté de James Cameron de faire comme le premier Avatar, c'est-à-dire de prendre les meilleurs techniciens depuis, dans le monde en tout cas, et de révolutionner un peu le style. On a une nouvelle qui arrive sur le plateau. Bonsoir Lisa. Un peu trop tard, c'est pas grave. Ça y est, je te sens déconcentré. Ouais, bien sûr. On parlait d'Avatar, de Star Wars, je sais plus. Non mais voilà, du coup, comme il avait fait avec Terminator 2 aussi, tu vois, de faire un truc impressionnant techniquement parlant, là c'est aussi le cas, et il veut se renouveler et prendre un peu de différence avec tout ce qui sort depuis, enfin qui a repris tout son ancien travail sur Avatar, tout ça. Donc voilà. Ouais. Moi je suis pas fan du premier, du coup. Ouais, mais on ira voir les prochains. Mais là aussi, le premier a pas marché parce qu'il a plu aux gens, c'est parce que c'était en 3D surtout et que c'était le premier vraiment gros film, même s'il y a de la 3D depuis des décennies. Mais... T'es en IMAX aussi, je crois. Avatar est en IMAX ? Oui, je crois. D'accord. Concentre-toi, Raphaël. J'ai du mal. Tu vas y arriver. Alors, dernière actu de la journée, c'était une actu donc série, puisqu'on a appris que Stranger Things devrait avoir 5 saisons. 5 saisons, impressionnant. Donc, comme c'est une série qu'on apprécie bien beaucoup dans cette émission, on voulait en parler. Et du coup, ça étalerait la trame. Tu t'en fous, Gauthier, de Stranger Things, mais tu devrais t'y mettre. Mais toi, toutes les séries. Ouais, voilà, c'est toutes les séries de toute façon. Mais tu devrais t'y mettre. C'est pas parce que. Quelle est la dernière série que t'as essayé d'ailleurs ? Oh putain. Turn. Demain nous appartient. Voilà, Turn, c'est une série sur un espion durant la guerre de sécession. Tout le monde s'en fout. Mais voilà, essaye-toi, enfin des séries. Non. Stranger Things. Mais si, attends. Et tout le monde en parle et tout, ça me. Ouais, bah, t'es comme ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça avec Game of Thrones. Breaking Bad et tout. J'ai jamais vu Breaking Bad, j'ai jamais vu non plus. Ouais, pareil, mais moi j'ai essayé, mais ça m'a pas plu. Ouais. Mais non, mais tu t'essayes. Moi, Breaking Bad, pareil. Et non, mais quand t'en entends beaucoup parler, à force, c'est un peu, tu vois. Ouais, à force, tu veux faire un peu le mec. Ouais. Moi, j'ai pas vu, je suis pas rentré. Voilà. Franchement, trop de mépris autour de cette table. Mais toi t'as mis un Stranger Things, Simon, on est d'accord là-dessus. Ah ouais, par contre j'adore. Voilà. Non mais je te dis, c'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 2 semaines sur ça. Non, la semaine dernière. Ouais. J'avais mis quand même des voilà, je trouve plus mon mot, mais limites. En tout cas des limites à mon amour, mais par rapport à ça c'était comme beaucoup mieux, beaucoup plus fin, je trouve, Stranger Things, ce qui est très étonnant, mais tu passes un bon moment devant et ça se regarde tranquille et tout,
retourne en enfance, on va dire, c'est un peu les films que je voyais quand j'étais petit. Du coup, là, les revoir comme ça en série, c'est pas mal. Après, du coup, ça pourrait, parce que la base de Stranger Things, c'est de remettre en lumière donc les années 80, tout ça. Là, ce serait peut-être pour évoluer vers un autre d'autres références. Sitcom des années 90. Ouais, ça serait génial, ça finissait en Friends en fait. Oh là là. Non mais surtout parce qu'ils vont grandir et tout, ça va être les problèmes d'ados et tout, de jeunes adultes et voilà, Friends, c'est bon. Ouais. Non mais franchement, je pense qu'on peut leur envoyer le concept à Netflix. Exactement. Je pense que le crossover est génial. Ils voulaient bien faire Men in Black et 21 Jump Street, tu vois. Ils avaient bien fait une série sur Joey, tu sais, quand une série marche, maintenant ils font plein de. C'est qui, Joey? Oui. Mais tu sais, Joey dans Friends. Mais je connais pas Friends. Ils fait un spin-off. Ah ok, d'accord. Ouais, spin-off, voilà. C'est vrai. De toute façon, dès qu'il y a une série qui marche, ils font un spin-off maintenant. Donc je sais pas si. Demain nous appartient si elle marche. Non mais je sais pas si Netflix fait beaucoup de ils font des spin-offs sur des séries qui marchent ils ont pas fait le truc des super-héros là. Non mais ils ont fait sur on en parlait Breaking Bad, tu vois, ils ont fait Better Call Saul. Voilà. Donc c'est possible qu'ils en fassent une. Donc le crossover Friends Stranger Things. Joli projet. Je vous propose de faire la première pause musicale avec du Cole Porter, Anything Goes. Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red siesta, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can, with great conviction, instruct Anna Stan in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast the bed from Simmons, 'cause Franklin knows anything goes. Le fan de jeux vidéo aura reconnu bien sûr Anything Goes de Cole Porter, passant fréquemment sur les ondes de Galaxy News Radio dans Fallout 3. Le fan de jazz comme Bill Timothy Spall dans The Party donc reconnaîtra le thème de la comédie musicale du même nom, évidemment, puisque je voulais parler de The Party, donc un film de Sally Porter, un film indépendant, là il n'y a pas plus indépendant, c'est un film d'1h10 en noir et blanc qui était en sélection officielle donc à Berlin, un petit film vraiment très très court, c'est un huis clos avec
plutôt un très beau casting, hein, puisqu'il y a Cillian Murphy, Kristen Scott Thomas, Timothy Spall, donc qui jouait aussi dans Harry Potter, ouais, voilà. Et qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes pour Mr. Turner. Monsieur Turner, le peintre. Donc voilà, c'est un très très beau casting avec du coup on voit Cillian Murphy dans un rôle qu'on l'a jamais vu dedans. C'est un mec il joue le beau gosse qui est complètement drogué, mais qui essaye d'expliquer quelque chose à tout ce monde. En fait, c'est un huis clos assez classique dans l'écriture, même si ça a été écrit, on le sent, ça a été écrit dans une soirée un peu trop alcoolisée sur la nappe, parce que c'est un truc assez con. Mais en fait, la volonté, c'était surtout de mettre des ingrédients assez nouveaux, c'est-à-dire on a deux personnages deux femmes qui sont en couple, il y en a une qui doit avoir 30 ans et l'autre 60 ans, et il y en a une qui est enceinte puisqu'elle a fait des FIV. Ça tu le vois dans un film comme celui-ci, donc qui est clairement indépendant et clairement dans cette lignée là. Ça m'a fait beaucoup penser aussi à des films de comment il s'appelle, le réalisateur aux cheveux blancs là, Patterson, Jim Jarmusch, pardon. Donc voilà, c'est un peu ce style-là, tu vois, un peu le style indépendant avec beaucoup de musique, puisque donc Sally Potter, c'est une réalisatrice, mais aussi une compositrice. Elle a fait énormément de bandes-son pour plein de films. Elle a fait d'ailleurs plus de bandes-son que de films. Je crois que ça doit être son 3e, 4e. Et donc c'est un beau petit film avec donc une construction un peu en boucle, c'est-à-dire le début et la fin, donc on comprend le tout à la fin, on comprend le début à la fin. Et ça marche un peu en domino, comme la plupart des huis clos, c'est-à-dire on a des personnages qui vont plutôt bien au début, puis tu as un personnage qui pète un câble et qui va faire péter un câble à l'autre, tu vas apprendre des choses. C'est un beau petit film, et donc qui était à l'affiche depuis quelques semaines, et donc je voulais en parler. On va passer donc au deuxième film de notre soirée, donc ce sera Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de Bruno Dumont. On écoute tout de suite la bande-annonce. Et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous les efforts se voient, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme des enfants qu'on s'amuse en bas, dans les prés. Faire des digues et de lever avec de la terre, avec la boue de la Meuse. Les Anglais tiennent tant serré le monde de M. Saint-Michel. Et c'est pour cela que tu veux voir Madame Gervaise? Il est là comme au premier jour, éternellement. Il est là parmi nous, autant qu'au premier jour. Alors Madame Gervaise, qui faut-il donc sauver? Comment faut-il sauver? Au revoir Jeannette. Bonjour Jeannette. Bonjour mon oncle. Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison Monsieur le Duc d'Orléans, je ferai sacrer Monsieur le Dauphin à Reims dans la belle cathédrale. T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu? Non, mon oncle, il m'a envoyé Monsieur Saint-Michel, Madame Sainte-Catherine et Madame Sainte-Marguerite pour me parler. Vous avez donc laissé les bandes ravageuses enflamber nos maisons. Ma douce maison, je m'en vais pour de bon dans la bataille humaine. Le dernier film de Bruno Dumont, Jeanne d'Arc, Dom Rémy 1425. Jeannette n'est pas encore Jeanne d'Arc, mais à 8 ans, elle veut déjà bouffer les Anglais hors du royaume. Bouter, pardon, ça ne veut rien dire.
Non, parce que c'est pas Non, parce qu'on dirait un F sur ma feuille. Hors du royaume de France, inspiré du mystère de la charité de Jeanne d'Arc et de Jeanne d'Arc de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années d'une future sainte sous une forme d'un film musical en fait. Donc avec la BO électro-pop rock signée Gauthier Serre, donc qui s'appelle Igor, donc son nom de scène, et des chorégraphies donc de Philippe Découfflé. Qu'as-tu pensé de ce des noms que t'as inventés? En plus, les chorégraphies, il y a des mecs qui tapent sur la torse et qui bougent les bras comme ça. Tu fais bien d'en parler, puisque c'est vrai que les chorégraphies, c'est un peu improvisé. Quoi. Enfin, c'est même que ça. Vas-y, bouge les bras, ok, ça y est. Ouais, parce qu'il devait s'adapter. Il disait que le chorégraphe, il voulait à chaque fois créer des chorés et tout, et du moins, il lui disait non, attends, parce qu'il faut s'adapter à l'acteur. Et du coup, vu que les acteurs, ils savaient pas danser. Bah à chaque fois ils font n'importe quoi. Et puis même, tu vois les bases d'une comédie musicale, enfin les bases, c'est souvent comme ça, c'est du playback. Là non, là c'est chanté vraiment direct. Et t'entends, il y a des moutons derrière et t'entends les moutons gueuler. Et c'est chanté, mais enfin il y a aucun chanteur dans le casting. C'est des, enfin le pire c'est. Après, ça passe, tu vois, c'est pas faux, c'est juste. C'est pas, ils ont pas des belles voix, mais ça sonne juste quand même. Le pire c'est la mère de Jeannette, enfin. Je sais pas si tu vois quand elle chante, c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Ça va, je trouve. Non mais enfin, tu te demandes si c'est pas fait exprès. Enfin, si c'est fait exprès. Oui. Mais voilà, il y a des moments où c'est. Il prendrait des vrais acteurs aussi. Donc le but du film, c'est pas forcément de faire des bonnes musiques et même pas de faire. Pas non plus de faire des performances d'acteurs. Puisqu'il a pris le jeune, ça doit être un maçon. Enfin voilà, à chaque fois il prend des mecs qui sont amateurs et il s'amuse. Enfin, il s'amuse avec eux. Même si il les rend volontairement plus débile, on va dire. Franchement, parce qu'il y a un personnage, donc on parle de l'oncle de Jeannette, même s'il a un peu le même âge, qui est censé avoir 50 ans alors qu'il a 18 ans. Ouais. Et du coup c'est encore plus drôle parce que tu vois le mec arriver et donc... surtout que les textes c'est Peggy et c'est ultra intellectuel Peggy. Et les mecs ils ont du mal avec le texte, du coup ils bafouillent tout le temps et ils savent pas ce qu'ils racontent. Donc il récite très très vite et n'importe quoi, et donc au bout d'un moment tu décroches parce que tu comprends plus. Le plus ridicule c'est quand parce que on voit deux âges de Jeanne. Le plus ridicule c'est quand elle a 8 ans. Enfin ridicule c'est volontaire. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle sait pas du tout ce qu'elle dit. Elle parle de philosophie et de l'histoire. Elle récite mais un peu comme Bresson. Elle récite et c'est vide quoi, c'est creux. Jeannette, Mouchette, tu vois, ça fait écho. Petite création. Mais on en parle comme ça si c'était un défaut, mais comme c'est volontaire, tu vois, on prend mais ça passe, on prend du recul. Lisa, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Moi, pour vous rejoindre, en fait, ce que j'ai aimé, c'est justement la personnalité des acteurs, leur âge, leur amateurisme. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Leur spontanéité, du coup, vu leur amateurisme. Le caractère aussi qu'on puisse leur donner des oreillettes pendant qu'ils chantent, donc qu'ils improvisent aussi, de cette façon. J'ai trouvé ça chouette aussi que ce soit une œuvre télévisuelle. Je pense que j'avais vu qu'Arte avait décidé de le reprendre avec des sous-titres. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des sous-titres pour... Voilà, donc c'est dédié au texte sous sa forme télévisuelle, et puis au format cinématographique, du coup, pour le spectacle qu'offre l'image et la musique. Donc j'ai trouvé que c'était un ovni intéressant. Après, je me suis pas autant emballée que La Croisette, mais oui, ça fait du bien de voir des œuvres comme ça. Après, peut-être que c'est... De mon côté, ce que j'ai un peu regretté, c'est par rapport à Jeanne d'Arc. J'aurais aimé qu'on ait enfin une œuvre qui se positionne vraiment sur la psychologie, la psychanalyse, puisque pour certains, c'est vraiment une mystique qui recevait la parole de Dieu et qui communiquait avec lui. Et pour d'autres, notre école peut-être, c'est clairement une schizophrène. Et j'aurais voulu peut-être aborder de façon plus profonde avec nos nouvelles données, ce qu'il en était peut-être ou pas, mais avoir une autre portée là-dessus. Mais avec le regard caméra qui arrive assez souvent au début, on comprend qu'il prend plutôt le biais elle parle à Dieu quoi. Après la psychologie là, dans le film, c'est pas le super sujet quoi. Donc du coup, vu qu'on roule dessus quoi. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est axé sur ce qu'elle est en fait. Pourquoi la Jeannette de Jeanne d'Arc ? Parce qu'elle aurait pu être ainsi, une enfant qui est à la fois très en phase avec les éléments, avec l'autre, mais et qui va nourrir son côté guerrière. Et on voit déjà tout au début du film, comme tu le dis, dans ses réactions avec les autres enfants et ses textes, peut-être qu'elle ne les maîtrise pas tous, mais je dirais leur talent, leur forme de talent fait qu'on comprend quand même qu'on a affaire à une enfant qui est consciente, semi-consciente de ce qu'elle désire être.
et de ce qui l'entoure. C'est là où la chorégraphie a un sens, puisque en fait ils ont une chorégraphie complètement enfantine et complètement débile en fait. Enfin, ils font... Ouais, non, parce qu'elle balance ses bras un peu partout. Ça faisait un peu les trucs de métal, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le headbanging. Oui, voilà. Ouais, des fois il y avait ça, des fois il y a de la tectonique. Avec les bonnes sœurs, j'ai trouvé ça vraiment super transition pour passer donc à Gervaise, donc le personnage qui est dédoublé. Et donc tu voulais m'expliquer pourquoi elles étaient. C'est des jumelles en fait. Et pourquoi elles sont deux alors que le personnage il est seul, parce que l'actrice elle avait une jumelle. Voilà. Donc, d'accord. Ça te voit parce qu'il y en a une qui est légèrement plus grande que l'autre. Ah, je même pas. Je croyais que c'était dédoublé au début, mais en fait non, c'est parce qu'il y avait. Non, elles se ressemblent pas complètement. Enfin, moi je les ai. J'ai pas trop fait gaffe. Quand tu les mets devant, là, comme ça, je pense que je me tromperais. Non, bien sûr. Et elle joue aussi les deux scènes là. Qui sont, ça, je les ai reconnus quand ils sont dans les arbres. Et que l'autre tend l'épée. Ça aussi, c'est marrant. Il y a un des scènes qui tend l'épée en la gigotant, alors que dans l'histoire, elle la trouve dans l'herbe, l'épée, on sait pas d'où elle arrive. Donc là, on la voit. C'est un peu une démystification du personnage, parce que tu le montres, tu le mets déjà. Montre le personnage complètement enfant, puisque Jeanne d'Arc, elle est décédée, elle était brûlée à 19 ans, je crois. T'aurais pu prendre le passage donc le plus intéressant, on va dire. Là, il prend le parti donc de prendre le livre de Charles Péguy quand il était jeune, on va dire. Là, il y a peu de choses à raconter, on va dire, parce que. Je pense qu'en fait, on s'en fout du sujet, quoi. Du scénar et tout. Je pense que c'est juste un prétexte pour pouvoir faire jouer des textes. Très écrit à des gens qui vont le réciter d'une manière pas du tout écrite et de mélanger deux univers comme il fait avec quelqu'un où l'histoire c'est un peu c'est écrit à chaque fois presque sur le moment et improvisé avec des acteurs. Peut-être le souci beaucoup moins écrit que Malout, tu vois, où Malout c'était vraiment écrit, il y avait vraiment un truc là, c'est vraiment même c'était il fait plaisir quoi. Dans le découpage, le film était beaucoup plus complet, beaucoup plus construit. Là, il y a un décor. Mais c'était aussi pour faire une confrontation un peu entre les acteurs confirmés et les acteurs amateurs dans Malout. Oui, mais je veux dire, il y a quand même narrativement c'est quand même construit, il y a une évolution. Là, il y a un décor dans le film. Et c'est un peu théâtral, il y a des allers-retours de personnages dans le champ et tu les vois arriver, ils sont un peu perdus en plus. Ouais, je pense que c'est surtout aussi axé sur le caractère ontologique de l'histoire et du mythe, sans... après, c'est... possible, c'est pour ça qu'on rajoute le titre « La jeunesse de Jeanne d'Arc ». Moi je pense juste que c'est pour parce que Jeannette, tu vois, ça dit rien. Jeannette c'est le prénom intime pour peut-être l'humaniser aussi. Puisqu'on a les deux axes, l'âge mettant, donc vraiment l'enfant, qui pourrait rentrer chez lui et dire « Maman, je parle à Dieu ». Et là, ça reste un délire d'enfant, comme les enfants qui voient des fantômes. Enfin, est-ce qu'ils les voient, est-ce qu'ils les perçoivent ? Ça, c'est autre chose. Mais après, du coup, on la filme quand elle a ses 15 ans, et là, ça devient quelque chose de... Oui, mais du coup, tu vois, c'est pas la genèse de Jeanne d'Arc dans le sens... sérieux aussi, moi, j'ai beaucoup de mal, parce que quand on voit des mecs damnés dans des maisons, c'est un peu chaud. Tu peux pas prendre le film au sérieux. Et je pense que Dumont non plus... Parce qu'avant, il faisait des films ultra sérieux et ultra vraiment sur la religion et tout. Et depuis Quinquin, là, il s'éclate et il dit un peu les mêmes choses, mais sur le ton de l'humour et de la dérision. Donc, après, t'as peut-être raison. Mais là, moi, je le vois pas de sous-lecture de. La perte du côté genèse donc de Jeanne d'Arc, c'est que l'évolution entre l'enfant et l'ado. On la voit pas tellement. Parce c'est un plan qui saute. Voilà, c'est un plan qui saute et même psychologiquement on voit pas d'évolution. Et puis même on peut se dire, tu vois, pourquoi elle a cette haine des Anglais au début, qu'elle a envie de bouffer. Non mais c'est le lapsus intéressant du début. On se demande pourquoi elle a envie de les dégager comme ça avec autant de ferveur. Et en fait, c'est pas expliqué. C'est un peu comme quand Kirikou naît dans le film, tu vois, où il dit bonjour, je m'appelle Kirikou, tu vois, il n'y a pas de genèse de personnage. C'est bonjour, je m'appelle Jeannette, j'aime pas les Anglais, j'ai envie de les dégager. 6 ans, elle veut déjà les dégager. Voilà. Et on sait pas d'où ça vient. Ouais. Peut-être qu'il a pris le postulat qu'on était français au courant de notre patrimoine. Oui, non mais. Je te parle du point de vue du personnage de Jeannette. Du personnage, d'accord. Pourquoi et là, t'as le plan avec. Elle regarde le ciel. Si t'es anglais, tu peux pas avoir ce postulat de départ, genre. Ouais. Non, mais tu vois, ils auraient pu commencer le film par. On entend sa mère lui parler de pourquoi les Anglais sont là, ou machin. Là, t'as des plans où elle chante et elle parle à Dieu. Je pense qu'il s'en fout en fait. Ouais, il s'en fout. Oui. Voilà. Donc, un film que tu recommanderais, mais même peut-être qu'il est trop long, peut-être. Ouais, je trouve que ça s'essouffle un peu. 1h40 le film. Ouais, et puis les dernières 20 minutes, parce que des fois, ça chante beaucoup.
Et les derniers chants, ils sont pas ultra passionnants. Non, mais je recommande. Excuse-moi. Ouais, non, vas-y. Je recommanderais pas dans le sens que je ne vois pas comment je pourrais le vendre ou le recommander, vu qu'il m'a pas transcendé, il m'a pas parlé personnellement, mais je le vois très bien s'étudier avec Monsieur Boulanger en comédie musicale, par exemple. C'est précis. Après, je toucherai 2 mots. Ce qui est un bon point, c'est que le film sort de nulle part en fait, dans les sorties actuelles, même de la décennie. Là, ça sera plus jamais trop fait, même par Dumont. Je pense que voilà, il s'est fait son petit délire. Oui, c'est pour ça que ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Ouais, oui, il y a de la fraîcheur quoi dans ce film. Après, tu vois, il est sorti sur Arte. Là, il y a l'Utopia qui le diffuse, mais bon. Ouais, c'est confidentiel quand même. C'est confidentiel. Donc c'est pas forcément un film qui a cette volonté de tout chambouler quoi. Donc, Non, mais non, il fait son truc à lui, il s'amuse et voilà. C'est vu ou pas, je pense qu'il s'en fout aussi. Je vous propose qu'on passe donc au 3e film de la soirée, Le Château de Verre, donc de Destin Daniel Cretton. Rich city folk live in fancy apartments, but their air is so polluted they can't even see the stars. We'd have to be out of our minds to trade places with any of them. Dr. Taylor said we should go into real school. A real school, huh? This is as real as it gets, kids. You learn from living. Pack yourself a toothbrush, dear. You shouldn't be ashamed of us just because we choose a different lifestyle than you. Take a withdrawal. Why did you lose your sense of adventure? Let's go, kids. The kids are tired of moving to a new town every time we lose a job. We just need perfect location, then we can get to work on our cash. This place doesn't have any running water or electricity. Ignore her. She was born without vision. We ain't like other people. We got a fire burning in our bellies. You were born to change the world, not just add to the noise. Why do you think all of us ran away from you? We were drowning. You ready? Let's go! I told you so. You ain't like me. I am like you, and I'm glad. Une autre Jeannette pour ce film, Jeannette Valls, donc chroniqueuse mondaine à New York, à tout pour réussir, et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance, élevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur construire un château de verre, mais qui reste tenté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable. Elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Donc c'est le synopsis du château de verre, pas de fer, de Destin Daniel Cretton, qui avait réalisé donc en 2013 de States of Grace. Donc c'était un film indépendant qui avait marqué aussi, donc toujours avec Brie Larson dans le rôle titre, donc celle qui joue Jeannette Valls, et Woody Harrelson et Naomi Watts pour l'accompagner, donc qui joue ses parents. Donc Lisa, tu as vu ce film en salle, qu'as-tu pensé du Château de Verre ? Alors, comment dire, du coup, j'avais vu son premier film qui m'avait beaucoup plu pour sa thématique. Puis l'actrice que j'ai découvert aussi dans ce film, Brie Larson, je l'ai donc vue dans ce film. Je n'ai pas eu tout de suite le tic de me dire que c'était elle, mais j'ai eu un grand plaisir à découvrir à nouveau cette actrice et puis de retrouver Woody Harrelson que j'aime énormément. Alors, que dire sur ce film ? Comme tu l'as dit, Le Château de Verre est un récit d'une enfance hors norme. Donc ce sont une famille qui attendent que leur père leur construise ce fameux château de verre. Donc c'est un récit où on suit les attentes, les espoirs, les blessures d'une famille qui est quand même attirée par les mythes fondateurs de la culture américaine et d'une jeunesse marquée par la misère financière, mais surtout sociale, j'ai trouvé. Mais le récit est avant tout, comme le démontre le film, une aventure humaine, un amour sincère et entier qui est guidé par l'imagination. C'est aussi le paradoxe de cette famille pour moi, ils ont décidé de vivre hors du système, mais à la fois, ils sont sous le joug de l'imagination, de l'espoir. Donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Je dirais que ce qui m'a plus fait démarrer dans le film, c'est la seconde partie,
quand elle est plus axée sur la psychologie du père, Rex. Et là, je me suis un peu plus cambrée avec le film. Après, au niveau de la forme cinématographique, je l'ai à proprement parler, je dirais que je l'ai pas trouvé transcendantal, hormis certains raccords, les raccords mouvements, les raccords personnages. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait échanger là-dessus, toi et moi? C'est un film donc adapté d'une histoire vraie. Oui. Ça se vend là-dessus. Donc c'est le film, comme tous les génériques donc des films adaptés d'une histoire vraie, il y a des photos, tout ça, et il y a beaucoup d'émotions avec ça. Donc c'est un film sur cette femme. Qui a grandi donc dans les années 70 du coup, enfin 80. Oui, enfin 70-80, mais dans le film donc il y a cette comparaison entre les flashbacks, oui. Ouais, les flashbacks. Donc comment elle a grandi avec son père qui est magnifiquement joué par Woody Harrelson. Je l'avais jamais vu à ce niveau-là dans la direction d'acteur. Ah bon? Parce que non, mais vraiment là il te joue la colère, enfin vraiment c'est complet, c'est assez magnifique de voir un acteur à ce niveau-là. Moi ça me surprend de plus en plus de le voir, de le voir à ce niveau-là, parce que je pensais que c'était un acteur qui était assez limité, tu vois. Après tu l'as vu dans True Detective récemment, tu vois. Ah oui, non, j'ai pas vu ça. Et après il commande tous ses premiers films. Mais même si tu renais, tu vois, c'est un peu plus basique. Il a c'est-à-dire il a une tête pendant tout le film, mais il a assez peu de richesse d'émotions, tu vois. Là c'est un film où il a une palette d'émotions qui est assez dingue, et c'est un rôle qui lui va à merveille. On voit les photos du père à la fin. Oui, c'est troublant. C'est assez troublant, ouais. Et Naomi Watts qui l'accompagne aussi avec un talent monstre. Et c'est un film qui transpire d'émotions et qui est assez fort. J'ai eu des larmes aux yeux, j'avoue. Oui, moi aussi. J'avoue. Mais à la fin. Et toi? Non, pareil. Pendant un moment du film, c'était plutôt vers la fin aussi. Ouais, c'est cette construction avec la destruction du personnage et cette relation qui est. Ce qui est bizarre, c'est que tu as cette relation qui est en parallèle, donc en présent et dans l'enfance, dans le flashback. Et ce qui est bizarre, c'est que tu le vois se déchirer dans l'enfance, mais avec le parallèle du présent, t'as l'impression que tout se passe bien, quoi. Et donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça va se finir? Et au final, ça commence à se redéchirer. Tu comprends que c'est une relation qui est très compliquée et que au final, c'est des personnes qui ont beaucoup d'amour, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que tu ressens vraiment dans le film et qui est très bien mis en scène. Donc moi, il m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment qui n'est pas encore sorti. Celui-ci aussi Captain Fantastic évidemment, mais plutôt à The Meyerowitz Stories, donc un film de Noah Baumbach qui était en compétition à Cannes et qui va sortir sur Netflix, donc avec Dustin Hoffman, Adam Sandler et Ben Stiller, un casting assez fou, et Emma Thompson également, donc un casting assez fou avec cette famille également qui est sous tension, avec des relations assez compliquées, mais là c'est une famille de riches, alors que dans le Château de Verre dont on parle, c'est une famille assez pauvre, et en fait la relation dans le film de Noah Baumbach est assez mal mis en avant, et là je trouve que le bon film de cette année sur la relation de famille à New York, parce que ça se passe à New York une bonne partie du film, c'est Le Château de Verre, et The Meyerowitz Stories est à oublier, même s'il n'est pas encore sorti. Mais voilà, donc ce sera vraiment pour moi le film sur la famille de l'année, parce que c'est un film qui pointe cette thématique du doigt. Et qu'est-ce que tu avais pensé justement de Captain Fantastic? Captain Fantastic, j'avais bien aimé, mais j'avais l'impression que c'était trop porté par... j'oublie tout le temps le nom de cet acteur. Par Viggo Mortensen, ouais. Et que le reste était... Je sais pas, il tirait le tout vers le haut, mais le reste venait pas, quoi. D'accord, oui. Du coup, j'ai trouvé le film sympathique. Et toi, t'avais... Moi, ce que j'ai aimé, c'est que par rapport à le Château de Verre est vraiment... Pour le coup, sur la jaquette, j'étais vraiment partie sur le fait que j'allais rencontrer une famille qui se rapproche de mon éducation, de ma façon de voir les choses. Donc du coup, j'avais un peu peur qu'on ait ce côté... soit que ça tombe dans l'illumination totale vu la jaquette, qu'on regarde vers les cieux et tout ça, ou qu'on retombe dans ce qui se passe un peu dans le film, les difficultés mises sous la loupe, et qu'on puisse faire venir les assistants sociaux. Et du coup, dans Captain, en fait, ce que j'ai préféré, c'est que c'était plus axé sur leur instant de vie, dans leur choix de vie, et qu'il y avait quand même une grosse démarche d'expliquer aux spectateurs qu'ils étaient pas dysfonctionnels, en fait. La différence, c'est que là, c'est adapté d'une histoire vraie. T'as pas la liberté de...
Enfin, tu vois, c'est adapté d'un roman donc qui a été écrit par Jeannette Valls. Mais t'as pas la liberté de ces choses-là. Elle est encore en vie, donc elle a eu son mot à dire sur le film, tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'était le même but aussi. Mais c'est vrai que les personnages sont assez semblables dans cette volonté d'être à l'écart de la société. Les petites filles, elles sont roses. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai que les gamines se ressemblent. Mais très bon casting aussi pour les enfants. Ça, j'ai été bluffé. Oui, c'est vrai, parce que ça s'étale sur une grande période de sa vie. Mais je crois qu'il y a des acteurs de Captain Fantastic qui sont dans celui-là aussi. Ah, ça expliquerait tout. Ça expliquerait tout. Ça expliquerait tout. Je sais pas si c'est les deux petites rousses, mais non, du coup, les films, c'est non. Bon, bah alors, mais en tout cas, il y a deux acteurs, j'ai vu qui étaient dedans. Ah ouais. Ouais, mais c'est peut-être pour les gamins. Enfin, là, t'en as 4. Non, mais la plus petite est blonde. C'est certainement pas. Non, les deux plus grandes sont rousses. Vous dire ça, là, je sens que je vous ai troublé. Hein. Oui, un peu. Enfin bref. Non, mais on a conclu sur Le Château de Verre, donc un film qu'on recommande. Oui. Voilà. Mais qui a assez peu parlé de lui, en fait. Enfin, peu de personnes en parlent. Ouais. Donc on va passer donc au 4e film de notre soirée. Donc c'est bien sûr Un beau soleil intérieur de Claire Denis, bande-annonce. Et je suis rentrée avec lui et mais j'ai pensé que j'étais très heureuse, que j'avais beaucoup de chance, que ma vie était extraordinaire. Et puis alors le lendemain, j'ai pensé le contraire, quoi. Je pense qu'il va chercher à vous revoir. Je t'admire. Tu m'enchantes, mais j'ai une femme extraordinaire. Je me disais que c'était un salaud et je jouissais. Et il va y en avoir d'autres, je vous le dis tout de suite. C'est vrai ? Oui. J'ai du mal avec le jour après jour. C'est peut-être pour ça que je parle du soir après soir. Le jour après jour. C'est-à-dire ? Ouais, c'est comme s'il y avait un poids. Je suis seul à savoir que mon histoire avec ma femme est terminée. Ah. Écoute, j'arrive à l'instant du Brésil et j'avais une envie folle de te niquer. T'es un sale type. Je regrette, on n'aurait pas dû coucher ensemble. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant. Tout ce qu'il y a avant. On se voit plus. Du tout. Alors moi, à votre place, je me torture surtout pas la tête. Je suis avec lui. Je suis pas avec lui. Vivez ce que vous avez à vivre. Mais je suis jaloux. Pourquoi il est tombé amoureux de toi? Oh, mais je ne sais pas. C'est pas moi de le dire, non? Là, occupez-vous de l'essentiel. Pour l'instant, c'est vous. Ne tombez pas dans les pièges. My lonely days are over. Je ne m'occupe pas du reste. J'essaie de trouver un beau soleil intérieur. C'est tout ce que je vous demande, comprenez? Adaptation libre des fragments d'un discours amoureux sous la plume de Claire Denis et Christine Angot, bien sûr. On suit Juliette Binoche dans ses aventures, liaisons et histoires amoureuses. Donc avec un très beau casting, donc Juliette Binoche, bien sûr, Philippe Catherine, Josiane Balasco, Nicolas Duvauchel, Bruno Podalides et Gérard Depardieu surtout. Non, parce que c'est vrai qu'on l'attend tout le film, parce qu'on le voit au générique. Ouais. Et du coup, Lisa, on n'a pas entendu ton avis dessus sur la venue de Gérard Depardieu dans ce film pour conclure. Bon retour, enfin bienvenue, je suis contente pour lui, c'est très bien. Tant qu'il va bien, ça va. Qu'il fait son travail. Est-ce que tu as apprécié le film dans son ensemble? Parce que là, c'est une toute petite partie. Eh bien, c'est le seul film que je n'ai pas pu le voir. Ah, mais j'avais cru que tu l'avais vu, c'est pour ça. Non, mais depuis tout à l'heure, elle en parlait bien quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. Donc, Gauthier. Donc je l'ai vu avec toi. On a à peu près le même avis. Tu l'as vu où déjà? À Cannes, la quinzaine. On l'a vu à la quinzaine et bizarrement, donc, on était dans une salle qui a assez bien réagi, même très bien réagi. Qui se marrait énormément. On faisait très bonne réaction, donc il y avait pas vrai. En fait, c'est un film qui fait pas trop rire dans le sens où j'ai l'impression qu'il a assez peu de succès en tant que comédie. Voilà, en tant que vraiment un film. Peut-être qu'il est mal compris aussi. Voilà, il est mal compris parce que c'est un film où t'as pas de vanne, c'est un film où t'es plutôt mal à l'aise et tu rigoles de ce malaise des personnages en fait pendant tout le film et ça c'est un élément que j'ai l'impression que peu de personnes ont compris, enfin sans être méprisant, mais c'est vrai que des fois si tu le comprends pas c'est que t'es un peu con quand même quand il parle avec Duvauchel.
qui répètent vraiment à un moment donné une bonne dizaine de fois la même phrase, quoi. Parce qu'ils veulent plus. Oui, parce qu'ils ont du mal à communiquer. Ils veulent boire un verre ou je sais pas quoi là. Il lui dit mais non, j'ai pas soif, et elle lui redit mais si tu veux on peut prendre je sais pas, de l'eau, et qu'il lui redit. Enfin là, si tu comprends pas qu'il y a. Bah oui, mais peut-être qu'on n'a pas envie de comprendre quand Duvauchel nous dit non. Ça je sais pas. Mais... non mais par exemple parce que Juliette Binoche est le personnage principal, il est sur l'affiche, tout ça. L'affiche qui est ignoble d'ailleurs. Ah bon, je la trouve pas. Elle est. Ouais, m'attaque un peu quand même. Ah bon. Ouais. Surtout que le premier plan du film est hyper beau quand elle est à moitié nue, tu sais, dans les draps avec Beauvois, Xavier Beauvois aussi. Et je pensais que ça allait être l'affiche du film, et en fait non, c'est un truc qui est pas dans le film et qui me moche, quoi. Bah l'affiche du film est bateau, quoi, enfin, comme la plupart des films français. Le film, non, quoi, tu vois, donc c'est dommage. Non, c'est vrai que ça vend pas le film comme quelque chose de spécial. Ouais. Mais c'est pour faire venir les gens, tu vois. Après, oui, bien sûr, mais c'est un film qui sont alignés. C'est un film qui, au Diagonal, en tout cas, je sais, il marche très bien. C'est un film qui a beaucoup de succès. Alors que il y a que des gros noms, que des gros noms. Ouais, ça aide, c'est vrai que ça aide. Donc Juliette Binoche, on la suit pendant tout ce film. On comprend assez vite, dès le début, qu'elle surjoue la femme en manque à des moments. Ouais. Ça se voit. Si tu rigoles pas, c'est que, franchement, c'est que t'as un problème, parce que franchement, ça se voit pendant tout le film, quoi, qu'elle surjoue et qu'elle surjoue ce personnage-là. Et même t'as Philippe Catherine qui, Philippe Catherine, dès qu'il est dans un film, déjà ça fait rire. Ouais. Puis voilà, il joue ce personnage qui revient fréquemment à la poissonnerie. La poissonnerie, quoi. Ouais. Voilà, le dragueur à la con. C'est de la lotte. Moi j'ai une maison à la campagne. À chaque fois il invite. Et c'est un film, donc on en avait parlé ensemble, le thème principal, c'est le problème de communication entre les personnages, qui se comprennent pas donc leur relation. Elle, Juliette Binoche, à chaque fois, elle voit un début de relation possible avec quelqu'un, mais en fait, ça se passe pas comme prévu, etc. Là, on rigolait parce que Christine Angot, qui a écrit co-écrit avec Claire Denis, co-écrit le scénario, a ce problème-là aussi. Voilà, et n'est pas la personne la plus drôle en plus. Que la Terre a engendré. Du coup, on se demande peut-être le but. Voilà, et tu te demandes aussi si elle a écrit au premier degré, ou si en fait, non, tu vois, je sais pas trop, parce que quand tu la vois dialoguer avec des gens, c'est vrai qu'elle a des problèmes de communication elle aussi. Ouais, mais bizarrement, quand on n'est pas couché, ça te fait pas rire. Quand elle a non, parce qu'elle est véhémente et tout, tu vois, quand même. Et elle a pas de recul sur elle-même, alors que dans le film, tout le film, c'est de la dérision, quoi. C'est l'adaptation libre d'un livre de Roland Barthes. Ouais, mais très libre. Non, mais libre de. ça garde. Mais moi, quand on allait le voir, je pensais que ça allait être vraiment ça, et je me disais putain, mais c'est inadaptable et tout. Et ça garde le fait que juste que dans un amour, t'arriveras jamais à bien, il y aura jamais d'osmose, en fait, voilà, c'est tout. Ah ouais, en fait, elle voulait pas dire qu'elle adaptait L'amour dure 3 ans de Bec BD, c'est ça? C'est un peu plus développé dans les fragments quand même. Mais ouais, ça garde vraiment que ça, un petit bout, et après rien du tout de. Parce qu'en même temps, c'est un dictionnaire, les fragments. C'est A, amour, B, machin. Donc voilà. Mais c'est quand même très drôle, c'est très bien écrit. Oui, dans les dialogues, tu veux dire, par exemple, il y a cette scène qui m'a marqué, moi, dès le début, qui m'a fait comprendre un peu qu'il y avait ce malaise. C'est la scène qui n'arrive pas à s'arrêter avec Xavier Beauvois et Juliette Binoche. Ils sont dans un bar, et en fait, c'est une scène qui doit durer, dans un film normal, on va dire, qui doit durer 1 minute, parce qu'ils doivent se dire un truc tout con, sauf qu'en fait, ils se comprennent pas, et ça dure 6 minutes. C'est-à-dire, ils se répètent la même chose pendant 6 minutes. Et du coup, c'est saoulant, mais à un moment ça te fait même rire, quoi, vers la fin, en fait. C'est pousser l'anti-communication tellement fort que au final ça sort ça devient de la comédie, quoi. Alors qu'au début c'est pas forcément ça, au début de la scène c'est pas de la comédie. Dès la première scène du film, quand ils sont tous les deux en train de coucher ensemble et qu'il lui dit tu jouis bientôt, et elle lui dit mais arrête, pourquoi tu me demandes ça, et mais juste sur une phrase à la con comme ça, du coup ils arrêtent et ils parlent de ça, je me rappelle vaguement, mais et toutes les séquences ça aboutit sur en fait non, tu vois, ils se posent toujours des questions et finalement ils se comprennent jamais. Oui, parce que t'entames chaque scène en te disant à quel moment ça va devenir comique, alors que le début de la scène n'est pas forcément drôle, puis après ça continue, ça prend de l'ampleur. Quand ils sont à la campagne aussi, avec les bourgeois qui trouvent tout magnifique, oh cet arbre, dis donc. Elle qui s'énerve. Elle se pète un câble. Elle est assez forte d'ailleurs dans le film, Juliette Binoche. Et par exemple, dans cette idée, puisqu'on en parlait avec Gérard Depardieu, dans cette idée de jamais mettre fin, même si c'est un film pas super long non plus, il doit faire 1h40, 1h50, mais dans cette idée de jamais mettre fin au film, c'est le générique qui est surplombé par Gérard Depardieu.
on va dire, puisqu'il est en fond, en train de parler et qui s'arrête jamais. Il raconte sa vie, c'est ça le plus drôle. C'est qu'il parle de lui, il parle de Gérard Depardieu. Il joue en voyant. Et il joue en voyant, ouais. Et voilà, cette scène elle est magnifique, et c'est un des meilleurs génériques. Il dit, parce que Binoche vient le voir parce que finalement elle a connu que des déceptions amoureuses, et il lui dit mais c'est normal, t'as pas encore trouvé le bon, et au final il lui dit que le bon c'est Gérard Depardieu. Ouais. Et c'est pas le voyant, c'est Gérard Depardieu. Donc c'est quelqu'un d'enveloppé. D'enveloppé, qui aime bien boire, voilà. Ouais, qui a eu du vécu. Il y a cet homme là, du Vauchel et tout. Non. Ouais. Le galériste aussi. Oui. Non, en fait, non. Et, ouais. Le meilleur, c'est Gérard Depardieu. Ça se fout de la gueule un peu aussi des clichés parisiens. Ouais, des bourgeois, quoi. Des bobos parisiens. Ouais, comme il faut. Ouais. Mais du coup, vous le conseillerez à quelle catégorie de personnes des gens qui s'attendent à voir une comédie. Catégorie, mais quelqu'un. Ouais. Catégorie de personnes. Non, ça pourrait. Ouais, voilà. À Gauthier, Raphaël. À quelle classe sociale? Non, mais. Non, quand même pas. Non, mais il faut avoir un type d'humour en fait. Il faut avoir un type d'humour. Il faut être sensible à un type d'humour qui peut vraiment pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais, mais ça, tu vois, quand on avait assisté c'était la deuxième projection, à la 15e, tout le monde se marrait. Je me suis dit, quand il va sortir, ça va être vraiment un gros succès. Wow. Ça fait un succès quand même, mais un gros succès critique, et même la presse qui peut-être aurait cet angle plus analytique, ou voilà, l'a tué aussi, tu vois, enfin a descendu le film. Donc je comprends pas pourquoi on a ces réactions vis-à-vis d'Un beau soleil intérieur. C'est pas parce qu'il y a Gérard Depardieu, justement? Non, en plus il arrive tout à la fin, c'est pas... On peut trouver ça gratuit peut-être, tu vois. Oui, voilà, mais il y a tout, t'as vu le casting, tous ces graines. Non, mais je te parle, le film, il peut être perçu comme une espèce de lubie d'auteur, tu vois. Avec en plus, il y a que des gens connus, que des potes à Denis. Ah ouais. Ouais, bon, voilà, on peut faire bien parisien, mais non, mais c'est pas le cas au final, parce que vu le propos du film. Non, c'est pas le propos du film. On se fout des bobos tout le temps, donc. Ouais, c'est un mystère. Ouais. Mystère. Mais c'est cool. Un beau soleil intérieur, un film qu'on recommande. Et c'est encore, c'est un peu on peut le ranger un peu avec Jeannette, tu vois, dans le sens. Effectivement. Les films singuliers qui se prennent pas au sérieux. Et même avec The Party, parce que c'est un film aussi dans cette lignée-là. Donc c'est 3 films qui sont des comédies, mais qui finalement ont une forme peut-être différente, ou plus réfléchie que des films qui se prennent au sérieux et qui veulent dire des grandes choses et qui au final disent des banalités, quoi. Alors que là enfin pour Jeannette et Un beau soleil en tout cas, c'est des formes légères, mais au final quand même c'est profond, quoi, tu vois. Dans les deux cas il faut y aller en sachant peut-être ce que tu vas voir. C'est peut-être des films qui peuvent décevoir là-dessus. Bruno Dumont, moi je connaissais un peu ce qu'il avait fait sur Maloute, donc j'y suis allé en connaissant un peu le style récent. C'est 2 auteurs qui font des trucs ultra sérieux normalement. Denis et Dumont, même si Dumont il a commencé depuis le quinquennat, mais Denis, on se marre pas non plus d'habitude. Et alors que là c'est drôle, ouais. D'accord. Donc ils ont trouvé peut-être un nouveau ressort, tu vois, à leur cinéma, une nouvelle porte, quoi. Faudrait qu'on contacte Christine Angot pour qu'on fasse une interview avec elle. On va se marrer avec Christine Angot. En fait, elle va rien t'expliquer du tout, le dire mais il faut que vous compreniez tout ça. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Elle me gêne. Enfin bref. Oui, parce qu'on va parler maintenant d'une carte blanche. Donc sur oui, on a parlé de tous nos films de la soirée. Donc sur Gaumont, effectivement, puisque Gaumont donc a... Qu'y a-t-il? Pourquoi tu rigoles, Simon? Non, rien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Gaumont va changer bientôt le pass intégral, donc c'est un changement qui fait beaucoup jaser, on va dire. Il y a déjà même une pétition donc avec 7000 signataires qui ont dénoncé donc cette nouvelle forme de pass, en fait, et c'est la volonté donc de faire un pass sans qu'on puisse aller avoir les séances 3D gratuites, avoir l'IMAX donc avec ce pass, et donc ça serait moins cher. Sans technologie. Ouais, ça serait sans technologie, bien sûr, parce qu'apparemment ça marche pas assez, et donc c'est un truc qui est assez fou, parce que normalement ça irait dans le sens du progrès, quoi. Enfin, je sais pas, un pass intégral, ça devrait, et là non, ça redevient quelque chose d'assez banal. C'est pas assez rentable. Oui, c'est pas assez rentable. Le pass a même pas un an, le pass intégral. Ouais, il est sorti en début octobre. Ouais. Et le truc, c'est que j'avais vu une actualité il y a quelques mois, et ça avait aucun lien avec Gaumont. C'était des passes qui arrivaient en Amérique, mais c'était des passes beaucoup moins chères, donc c'était une dizaine de dollars
pour voir n'importe quel film. Ouais, je l'ai vu la semaine dernière aussi. Ouais. Et là, donc, il y a une seule salle en France et c'est à Paris. Ah bon? Ouais, donc c'est décevant. C'est souvent à Paris de toute façon quand il y a qu'une salle. Ça s'appelle YouMovie, je crois. Quoi? Le site s'appelle YouMovie. Peut-être. J'ai pas retenu le nom. Enfin bref, c'est venu des États-Unis. Et donc il y a peut-être cette volonté de Gaumont de se mettre un peu au même niveau, ouais, de s'aligner. Puis même on l'a vu, donc ils essayent d'aller en Amérique, tout ça. Ils sont en contact avec eux. Mais je pense que c'est parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt perdre Gaumont, puisque Gaumont va lâcher toutes ces salles, tout ça. Donc ils vont être dans la merde, Pathé. Le pass, il y avait même pas un an. Ils te font croire que tu vas faire une économie parce que les prix baissent, mais en fait, voilà, sans les technologies, du coup, si tu veux voir un film en IMAX, tu mets une fois l'argent en IMAX et puis ça y est, t'es repassé au-dessus du prix, ouais, voilà. Non, parce que l'idée, tu me dis, ils gagnent pas assez d'argent. Je comprends. Enfin, c'est pour ça qu'ils le font, c'est évident. Mais le truc, c'est que là, ça plaisait à des gens, ça va plaire à beaucoup moins de gens, donc il y aura moins de succès, ça c'est débile. Ils vont perdre de la clientèle, ça c'est sûr. Perdre de la clientèle, ouais. Moi je pense que j'irai beaucoup moins, enfin, du coup je vais pas prendre ce pass, tu vois, ça m'intéresse pas. Donc je sais pas quel élément il y aura en plus, parce que c'est 16 €, c'est ça ce que j'ai bien vu, 16,90 € pour les moins de 26 ans. Pour les moins de 26 ans en plus, et c'est 19,90 € par mois. Pour le normal et 33,90 € en duo. Alors le groupe dit qu'on peut faire Gaumont dit qu'on peut faire une économie de 43 € par an. Oui, mais voilà, mais cette économie de 43 €, après ils te disent ça fait telle séance, ça fait 13 séances en 3D, 6 séances 7 en IMAX. 7 en IMAX, ouais, mais. Puis on regarde combien de films, nous, pour faire les chroniques par exemple. Et on essaye aussi de voir en IMAX avec les technologies, donc ça nous fait 50 € de film. Mais c'est plus pour la technologie IMAX que c'est un problème. Parce que du coup, je suis allé voir en plus pour Blade Runner, je suis allé voir combien ça coûte normalement un plein tarif IMAX. Ouais. Ça coûte combien selon vous? 14 €. Moi j'avais vu non, j'ai chiffre de Paris 15 €. Et vas-y Marie qui travaillait à Gaumont en plus. Peut-être 19 €. Combien? Peut-être 18,10 €. Voilà, 18,10 €. 19 ou 15 €. C'est fou, hein. Je veux dire, tu prends le pass le pass tu prends un popcorn à côté solo et voilà, t'as déjà rentabilisé quoi pour aller voir un film en IMAX. Ils te font croire du coup que c'est parce que 70% des gens qui avaient le pass n'allaient pas en IMAX, n'utilisaient pas la 3D, mais c'est normal en même temps puisque l'IMAX il n'y en a pas partout et je suis sûr que les salles où il y a de l'IMAX ça marche du tonnerre et c'est parce que il y a majoritairement que les abonnés qui y vont. Ah oui, oui. Plus de la moitié de la clientèle IMAX c'est des abonnés carte pass. Mais d'ailleurs, en fait, ils vont perdre de fait. Mais d'ailleurs, même quand j'allais voir une séance IMAX, il n'y avait pas non plus énormément de personnes. C'était pas. Là, ça va être encore plus désert. Oui, voilà, bien sûr. Ça va être encore plus désert. Puis même pour la société IMAX, je suis pas sûr qu'elle soit ravie d'apprendre ça parce que ça va moins se vendre et ils vont se dire pourquoi on fait des films en IMAX c'est bon, c'est pas la France qui va changer le monde, c'est pas les 200 000 abonnés pass ou quoi, mais pas même la si France. ça me vraiment ça au contraire, la relation IMAX avec la France, tu vois, ils vont se dire mais c'est une technologie qui coûte extrêmement cher en plus, donc c'est canadien, oui, c'est canadien, c'est ça exactement. Mais du coup, hormis la pétition, quelle solution on a, quel recours? Pour l'instant, il y a beaucoup, ça essaye de relayer sur la presse, il y a cette pétition, mais bon, voilà, il y a beaucoup de résiliation aussi, et puis en ce moment, surtout, c'était le bordel aussi pour commander des places. Moi, je me dis, j'ai essayé de commander mes places pour Blade Runner hier, c'était le parcours du combattant, et quand j'ai réussi à les avoir, j'étais content. Putain, je croyais que j'avais gagné les Jeux Olympiques, tu vois, mais... Tu les as pour quand, dis-nous tout? Pour demain, 21h30, rejoignez-moi, rang N. Tu seras tout seul de toute façon dans la salle. Non, parce que du coup, elle commençait à être remplie, mais elle n'était pas remplie tant que ça, puisque vite, il reste des places et vous pouvez. Mais personne n'arrive à prendre des places. Et surtout que l'IMAX, c'est assez con, mais je sais pas combien il y a de places dans une salle IMAX. Il doit y en avoir il y en a 300, beaucoup, mais celui de Montpellier, je crois qu'il y a des places qui sont pas aux normes. Non, mais t'as des places, tu vois rien. Ouais, voilà, t'as des places, celles qui sont tout devant. Non, mais personne ne les prend celles-là. Mais le truc, c'est que même quand. Moi, Marie Lemoine, qui était dans l'émission avant, s'est fait avoir, elle les a pris pour Dunkerque. Et du coup, elle a vu le film. Tu vois rien. Elle a eu un torticolis à la fin. Parce qu'encore pour un film classique, c'est chiant, mais ça passe.
Là, en IMAX, tu veux voir une expérience. Tu payes 18 € et tu vois rien. Franchement. Bah, tu peux voir la cicatrice Harrison Ford en énorme sur 3 mètres et tout, c'est stylé, attends. Génial. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est par le courrier, quand on a vraiment l'impression d'être. Ah oui, on nous envoie un courrier, on nous envoie ça d'un coup. Et puis pour eux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein, et je me dis, bon, ils ont du fric en fait. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et c'est ça, et en fait, c'est un abonnement forcé, et du coup, on a juste qu'au mois de janvier, avant le mois de janvier, le 1er janvier, je sais plus. 1er décembre. 1er décembre, déjà, voilà, on a à peine le temps de se retourner, avec la rentrée, c'est super. Et du coup, oui, en fait, on n'a pas le choix. C'est soit on fait ça, on va dans l'enfance, soit on se retrouve sans rien. Mais d'ailleurs, j'ai lu, ils avaient le droit, c'était dans le contrat qu'ils avaient le droit de changer les prix, mais normalement, ils n'avaient pas le droit de changer nos options à l'intérieur. Du coup, on se fait avoir parce qu'on nous enlève l'IMAX et tout, alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Mais pas beaucoup plus que ça, mais bon. C'était le bon plan, hein. Franchement, le pass intégral, quand j'ai vu ça, direct, j'ai pris, quoi. T'avais tout dedans. T'avais les avant-premières aussi, le nombre de personnes qui râlent parce que aussi t'as les ballets, la comédie française, tout ça. Et ça, les places à l'unité pour ça, c'est souvent c'est entre très 15 cher. et 20 €, ouais. Ah ouais Ouais, même plus, hein, je crois. Alors que c'est une rediffusion cinéma, possible, quoi. Oui, tout à fait. Sérieux, c'est quoi? Mais ne criez pas sur les agents de cinéma quand même, les pauvres ils y sont pour rien. Non, bien sûr. On sait bien. Vous êtes comme pour la guerre, on vous envoie au front et puis vous voilà, c'est ça. C'est pour ça, après on a le recours de leur envoyer les lettres, la pétition, les résiliations au pire, et puis après, moi ce qui me dérange c'est par rapport aux diagonales, parce que c'est vrai que le catalogue me plaît davantage, je me retrouve plus, et du coup... En plus, ils ont augmenté leur prix début octobre. C'est ça. Ils sont obligés. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas augmenté depuis 98. Ils devraient faire un passage intégral. IMAX 3D, 4D, D-Box. Peut-être du coup. Non, mais en plus, là, du coup, il faudra débourser 2 € pour les films en 3D. Donc sans compter les lunettes. Ouais, mais attends, t'as le menu à 4,90 maintenant. Popcorn et boissons. Ouais. Franchement, ça va faire des obèses, ça. Bravo. Non mais sérieux. C'est quoi ça? On dirait des enfants gâtés qui sont en train de râler parce qu'on leur retire tout leur cadeau. Et les adultes ont pris conscience qu'on avait grandi. J'étais pas abonné avant, mais les gens qui étaient abonnés depuis très longtemps avaient un prix encore plus bas. On leur avait augmenté du coup l'année dernière, mais bon, c'était pour inclure tout ce qu'il y avait en plus, l'IMAX et tout. Et là, on leur refait encore changer. T'as aussi les places aussi que t'avais pour l'ancienneté que t'auras jamais du coup. Gratuit. Parce que ça y est plus. Non, le tarif accompagnon aussi. C'était génial. Bien, franchement, c'était le moins cher de tous et t'invitais n'importe qui. Moi, j'avais le pass duo, donc du coup, j'invitais une 3e personne et on était à 3 pour pas cher. Et là, maintenant, ça n'existe plus. Et même pour le pass duo, ça, on ne l'aura plus non plus, du coup. Non. Ah non, je pense. Donc ce sera vraiment, on achète billet par billet, quoi. Du coup, c'est la dernière émission de Cinémascope. Du coup, t'achèteras duo, tu t'achètes pour les 2 personnes du duo, quoi. Mais après, t'as pas de tarif en plus pour une 3e personne. Non mais ça va pas. C'est la fin du cinéma, hein, je crois. Ça y est. C'est le bonjour au téléchargement de nouveau. Non mais je trouve ça idiot parce que aussi, hein, ça va pas aider Gaumont, donc c'est possible que ça leur fait pas une bonne image de marque là. En plus, ça c'est clair. Ils commencent à avoir des articles un peu partout et tout. C'est possible que d'ici 3-4 mois, peut-être ils changent, tu vois. Enfin, ils reviennent. Moi, j'y crois pas trop. T'es sûr? T'es pas sûr? Non. Moi, en fait, je fais juste ça pour les faire chier, tu vois. Non, mais ce sera même pas un boycott. C'est juste que c'est une envie le cinéma. Enfin, c'est pas quelque chose qui est obligé pour tout le monde. Vous êtes obligé d'y aller pour parler des films. Pour vivre, carrément. Mais... C'est vrai que cette semaine, moi, personnellement, je l'ai bien fait. Hein, voir les films. Non, bravo. Non, mais tu vois, c'est un plaisir et voilà, les gens vont pas y aller du coup. C'est beau ce que tu dis. Hein. Bah non, mais bien sûr. C'est profond. Hein. On parlera dans le vide à la radio. C'est pas ce qu'on fait déjà. Non. Rassure-toi, il y a des gens qui nous écoutent et qui prennent beaucoup de plaisir à nous écouter. Donc on attend donc le Jérôme Sédou qui va s'exprimer. Sur Cinémascope ? Non, qui va s'exprimer, donc il va peut-être réagir. Ou pas, non, sur cette pétition. Moi, je pense, je vois une petite éclaircie. Non, mais je sais pas, je vois. T'as tes tuyaux, non, pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'ils vont perdre. Ils vont perdre plus d'argent qu'autre chose, donc c'est débile. Ouais. Mais retourne là où tu travaillais, tu leur dis attendez les enfants, vous n'avez pas assez de recul. Ouais. Moi je suis dans la réalité. En plus, non, mais je suis sûr, quand tu bosses à l'accueil, Jérôme Sédou il t'écoute direct. Bien sûr.
Ah non, il y en a bien sûr. Alors bon, Jérôme Seydoux. Maintenant, passons donc à ton quiz, Simon. Un truc d'un peu plus réjouissant. Oui, quelque chose d'un peu plus réjouissant. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, venez, je ne sais pas. Quel est le prénom de Gnu? Le quiz d'Antoine et Simon. Un jour, je te promets, il sera changé le générique parce que là, Antoine, il est plus là, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi tout seul qui vais le faire, du coup. Les équipes de ce soir, Raphaël et Lisa contre Gauthier et Marie. Et la chef d'équipe, du coup, ce sera Raphaël et Marie parce que c'est vous deux, parce que c'est vous deux qui feront le quiz la semaine prochaine. J'annonce. Oui, du coup, je vous oppose pour ce soir. D'accord. Première question. Il y aura des choix. Quel acteur incarnera à l'écran Hugh Hefner, le créateur du magazine Playboy? Alors Daniel Day-Lewis, Jake Gyllenhaal, Jared Leto, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio ou Bradley Cooper? Je l'ai redit. Arrête de faire revenir Daniel Day-Lewis tout le temps. Mais en fait, j'ai repris la question de la semaine dernière. Daniel Day-Lewis, il a fini sa carrière, merde. Jared Leto, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper. L'équipe de Gauthier et Marie, vous en pensez quoi? Je l'ai lu. Je sais plus si c'est Jared Leto ou Ryan Gosling. Ah bon? Aucun des deux, s'il faut. Alors Raphaël et Lisa. Je sais plus. Leto non. Moi je dirais Bradley Cooper. Alors je l'ai redit, Daniel Day-Lewis, Jake Gyllenhaal, Jared Leto, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper. Vos réponses? Allez, Bradley Cooper pour l'équipe de Raphaël et Lisa. Ok, Leto. Jared Leto pour Gauthier et Marie. Et vous avez la bonne réponse, Gauthier et Marie, puisque c'est Jared Leto. C'est son ami Brett Ratner, grand cinéaste, auteur de Rush Hour, qui réalisera le film. En or en bois, vrai ou faux? C'est Gérard Depardieu, en disant Un beau soleil intérieur, qui a donné le titre du métrage de Claire Denis. Vrai ou faux? Bah c'est vrai. Vrai aussi. Vrai des deux côtés? C'est vrai, avec Christine Angot, Claire Denis n'avait qu'un titre de tournage. Et là t'as pas fait Lisa. Des lunettes noires. Et c'est quand Claire Denis a entendu Depardieu jouer sa séquence avec Juliette Binoche qu'elle a compris qu'Un beau soleil intérieur serait le meilleur titre pour le film. 2-1 pour Gauthier et Marie. Sally Potter, vrai ou faux? Sally Potter est la sœur d'Harry Potter. J'ai honte de faire cette question. Que quand tu le fais, quand vous le faites à deux le quiz, il y a une excuse, tu peux dire c'est pas la mienne. Là c'est moi aujourd'hui. Ah non mais c'est complètement lui là. Oh là là, non. Plusieurs dans ta tête, c'est pour ça. Marie, tu peux pas dire que t'es impliqué dedans. Mais alors, vrai non, parce que non, du tout. moi j'attends une réponse, peut-être que. Non mais il faut. Ah quoi attends, elle peut avoir un frère qui s'appelle Harry Potter. Non mais attends, oui, mais c'est Simon. Bon, allez, on passe à la suite. Je vous donne les points parce que ça me fait plaisir. 3-2. Qui a dit? Nous avons un scénario, nous essayons juste de trouver le moment pour tourner le film entre mon emploi du temps et ceux d'Emily et Tom. Mais c'est une suite qui se met en place de la meilleure manière possible. Ce n'est pas un studio qui en fait une juste pour de l'argent. Murnau. Oui, c'est Murnau, bien sûr. Non. Il a parlé de Emily et Tom. Moi, Tom Brady et Emily. Non. Attends, Emily Browning. C'est pas Tom Cruise qui a dit ça, mais vous rapprochez. Emily Browning. Non, c'est pas Emily Browning, mais par contre, c'est un rapport avec Tom Cruise, effectivement. Bah, t'en parlais tout à l'heure. Mais le Tom est pas Tom Cruise. Ah, si, le Tom est Tom Cruise. Le Tom est Tom Cruise. Mais c'est pas lui qui a dit ça. Emily Blunt. Il parle d'une suite. Ouais, il parle d'Emily Blunt. C'est Mission Impossible. Et Geoff Thomas. Oui, et du coup. Ah non. Qui est-ce? Je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Mais si, t'en as parlé. Non, la semaine dernière, peut-être. Ah oui, putain, non, Je m'écoute du Massé au Parker pendant ce temps. Ouais, attends. Si ça vous dérange pas. Ah, j'oublie. Je vous le donne. Bah, vas-y. C'était Doug Liman. Mais oui, le réalisateur d'Edge of Tomorrow. Bon, bah, vous l'avez pas. Le pote de Tom Cruise. On va essayer de se refaire la cerise. Et bien, attends, Emily, c'est qui du coup? Emily Blunt. Qui jouait dans le premier. Super film d'ailleurs. Qui suis-je? J'ai le même beau-père que Michael Haneke. J'ai joué dans L'inspecteur Derrick, acteur mais aussi réalisateur. J'ai réalisé mon premier film en 2000. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 2016, que je mets à nouveau en scène un film. Ce film n'est d'ailleurs toujours pas sorti. En 2013, je fais partie du jury présidé par Steven Spielberg qui remettra la Palme d'Or à la vie d'Adèle au Festival de Cannes. Quel talent.
Et oui, Christophe Waltz, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 61 ans, ça fait 3 partout. Joyeux anniversaire, Christophe. On fait le duel time tout de suite. Allons pour une fois. Du coup, comme c'est Raphaël et Marie, les chefs d'équipe, Lisa et Gauthier, vous allez devoir parier sur vos chefs d'équipe. Ok. Alors il y a le pari à 1 point, celui à 2 points, celui à 4 et celui à 6. Bien sûr, si je suis la sûr réponse... de lui, je mise 6. Voilà, vaut mieux miser moi, plus. Je suis pas Alors sûre de moi, le thème du jour portera sur le retour d'un personnage culte. Alors Lisa, tu paries combien sur Raphaël? Attention, c'est des points qu'il est susceptible de perdre, bien sûr. 1, 2, 4 ou 6 points. C'est quoi la question? Ça sera sur le... je vous dis juste le thème. Ça sera sur le retour d'un personnage culte. Bon, 3. 3 points sur Raph. Gauthier, combien de points sur Marie? Moi, je ne me fais pas confiance, un, je te le dis. Donc... 1, 2, 3 ou 6? 3. 3 aussi? Ouais. Okay. C'est un copieur, vous pouvez donner des points à moi, monsieur. Le personnage de John Shaft est de retour. Figure de la Blaxploitation, John Shaft sera... Pourquoi John? Il s'appelle John? Je savais même pas. Bon. Shaft sera de nouveau incarné à l'écran par Samuel Jackson après l'échec cuisant de son reboot en 2000. Le tournage du film, prénommé The Son of Shaft, et produit par Netflix, devrait débuter en décembre. Ça, c'est pas la question pour l'instant, bien sûr. Hein. D'accord. Ainsi, parmi ces titres français, lequel n'est pas un titre de la saga originelle où Richard Roundtree incarnait l'inspecteur Shaft? Alors je vous donne les 4 titres. Les nouveaux exploits de Shaft, Shaft contre les trafiquants d'hommes, Les Nuits Rouges de Harlem, Le retour de l'inspecteur Shaft. Parmi ces titres, il y en a un qui n'est pas de Shaft. Alors il y a bien sûr, non, il y a que Marie et Raphaël qui répondent. Je répète les titres. C'est le titre français forcément, ouais. Bah, de toute façon, les titres sont non, bien sûr, mais ce sont les titres français. Il y en a un qui n'existe pas. Il y en a un qui n'existe pas. Alors, les nouveaux exploits de Shaft, Shaft contre les trafiquants d'hommes, Les Nuits Rouges de Harlem, Le retour de l'inspecteur Shaft. Shaft, c'est un policier. Ouais, mais pour vendre, est-ce qu'ils ont fait le. Est-ce qu'ils ont copié des styles, enfin des phrases un peu. C'était des films des années 70. Okay. La question, c'est est-ce qu'il y a toujours son prénom dans. Le retour de l'inspecteur Shaft. Moi aussi, je dirais ça. Moi je sais pas. Le retour de l'inspecteur Shaft. Le retour. Alors vous dites que c'est celui qui n'existe pas, c'est ça? Exact. Alors les nouveaux exploits de Shaft, c'était en 1972 et c'est le 2e épisode par Gordon Sparks. Shaft contre les trafiquants d'hommes, moi ça me fait beaucoup rire ce titre. Ben, c'était John Guillermin en 1973, c'est le 3e, et Les Nuits Rouges de Harlem, c'est l'original, celui qui s'appelle Shaft en VO, de Gordon Parks, toujours en 71. Vous avez effectivement raison, ça vous fait 3 points chacun. C'est l'inspecteur d'Eric, enfin d'Eric, Harry, l'inspecteur d'Eric, ok. Non mais tu sais, je me suis dit, est-ce qu'ils ont copié, tu vois, le nom, mais forcément c'est plus vieux du coup. Shaft que l'inspecteur Harry. Ouais. L'inspecteur Harry, c'était peut-être un peu avant, mais en tout cas c'est la même période, c'est ce cinéma un peu indépendant, Nouvelle Hollywood et tout. Bon. Ah voilà, ils peuvent copier, tu sais, le style, enfin le. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors du coup, à l'occasion de la sortie du nouveau Blade Runner, je me suis dit qu'il était intéressant de revenir sur les BO cultes qui ont marqué. Parce que, attention, notre quiz se transforme un peu en chronique musicale. En effet, le premier Blade Runner, le premier Blade Runner, outre ses qualités visuelles monstres, avait un atout, le compositeur grec Vangelis. Revenons donc tout de suite sur ces BO cultes. On va commencer par un petit blind test classique pour retrouver le film dans lequel il y a cette musique. J'ai commencé par dur. Stand By Me? Non. Tu crois qu'il y a Stand By Me toutes les semaines? Oui, absolument, je tente à chaque fois. Mais on est sur la bonne période, hein. Ça sonne très 80 comme vous pouvez l'entendre. Ça vous dit rien, hein. Pourtant je me suis dit que ça... Mais pour moi c'est la première version ça. La première version de... Pardon. Paris Texas? Non, pas encore. Non, un film beaucoup plus populaire, c'est un duo. Un duo? Ouais. Je dirais même que c'est un buddy movie. Buddy movie des années 80. Des années 80. Je dirais même que on est trop vieux pour ces conneries, tu vois. Dis donc, L'Arme Fatale. On se calme, hein. L'Arme Fatale. C'est la musique de L'Arme Fatale par Michael Kamen et son thème du coup follement 80. Bon bah on va essayer de se refaire avec celui-là. Qui c'est celui-là? Il y a trop de cerises. Qui c'est celui-là? Je vais vous donner cette fois
un compositeur et vous allez devoir me retrouver un des films pour lequel il a composé. N'importe des questions trop compliquées. Le nom de son gosse. Non. Alors du coup, Yann Tiersen, qu'est-ce qu'il a composé? Amélie Poulain. Enfin oui, non mais elle a dit le vrai titre, je suis désolé. Du coup, je le compte pour Marie, Gentleman, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Vraiment vrai parce que en fait c'est des morceaux qu'il avait sortis avant. Oui, c'est vrai. Mais après, il avait fait aussi 37 du matin, ou je sais pas, juste avant la fin du monde aussi, il a fait. Et du coup, on s'écoute un petit extrait de Amélie Poulain, ça fait plaisir. Un régal. Je te dis, c'est chronique musicale aujourd'hui. Ok. Alors, faites la différence. Je vais vous passer 4 extraits de 4 musiques de films composées par Hans Zimmer. Ces 4 compositions se ressemblent puisque c'est Hans Zimmer. Alors, les films sont Drop Zone de John Badham, Rock de Michael Bay, Gladiator de Ridley Scott et Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski. Vous allez devoir me dire dans quel ordre sont passés les extraits. Vous pouvez les noter. Je vais vous passer les 4 extraits et après vous me dites à la fin quel est l'ordre selon vous. Alors je vous redis les films, comme ça vous pouvez les noter. Drop Zone, Rock, Gladiator et Pirates des Caraïbes. Ok. On passe le premier extrait. Lisa, ça triche. Il y en a un que j'ai pas vu donc. Ok, deuxième extrait. C'est toujours la même. Ah non. C'est vrai que ça clairement, là c'est vraiment la même. C'est trop dur ton truc, c'est bien. Non, c'est les instruments qui sont pas forcément les mêmes. Ah, il y a des instruments qui sont vachement. Si ça c'est rock, tu vois. Regarde, ça ressemble à la précédente. Moi, il y a des variations quoi. Oui, mais il y a plus d'instruments, j'ai l'impression. Ok, bah alors on s'écoute le troisième pour voir. C'est vrai qu'il abuse quand même. Attends, je sais plus là. Non, mais c'est brillant ton truc, les jouets. Ok, on s'écoute le dernier extrait. Ah. Alors on a nos 4 extraits de Hans Zimmer, du coup, la seule et unique musique finalement d'Hans Zimmer. En plus, je l'adore ce type, mais bon, c'est vrai qu'il se répète souvent. Du coup, on va commencer, vous êtes à égalité. Bon, alors on va commencer par Raphaël et Lisa. Selon vous, quel est l'ordre? Mais c'est vrai, Lisa, du coup, tu ne l'as pas fait. On va faire par extrait. Je pensais qu'on joue ensemble. On va faire par extrait. Sûr, mais... Selon vous, premier extrait, c'est lequel? Moi, je dirais le premier, c'est Rock. D'accord, Rock. Et pour vous? Je sais pas. Franchement. On va dire Rock aussi. Ouais, Rock aussi. Ouais. Rock aussi. Ok. Rock aussi. Deuxième extrait pour l'équipe de Gauthier et Marie. Pirates des Caraïbes. Ouais, moi aussi. Pareil. Ok. Troisième extrait, selon vous, il vous reste. Moi je dirais Gladiator parce que le quatrième, ça ressemblait pas à Gladiator. Ouais. Gladiator, ok. C'était trop enfin. Et le dernier? C'était trop numérique. Celui qu'on n'a pas vu. Rock. Voilà. Michael Bay. Non, l'autre. Non. Drop Zone. Ouais, Drop Zone. Drop Zone, c'est de qui? Ah oui. Je sais même pas. Drop Zone, c'est John Badham. C'est avec Wesley Snipes. Mais je l'ai gardé juste parce qu'elle ressemblait vraiment à Pirates des Caraïbes. C'est sa première ébauche. Après, il y a eu Rock. Après, il y a eu Gladiator. Et après, il y a Pirates des Caraïbes. Ok. Du coup, le premier extrait, vous nous avez dit, vous deux, Rock. Vos deux équipes, c'était Gladiator. Ah putain. Deuxième extrait, c'était bel et bien Pirates des Caraïbes. Troisième extrait, vous avez dit. Du coup, Gladiator. Ouais, mais en fait, on a fait le même truc. C'était Drop Zone. Ah non. Et quatrième extrait. Gladiator.
Gladiator, c'est le premier, c'est le premier. Ouais. Et du coup, Rock, Rock c'était le dernier. Ok, j'avais souvenir. Bon, on est nuls. Hein. Mais non, vous avez un point quand même parce que vous avez trouvé Pirates des Caraïbes. Merci, trop aimable. La semaine prochaine, je fais le quiz. Il y aura 6 musiques. Tu devras le mettre dans l'ordre. Et par l'ordre alphabétique aussi du nom des réalisateurs. Ok, si tu veux. Non, mais attends, je vous prends comme il faut, avec un truc un peu difficile. Oui, non, mais c'est pas. C'est vrai que ça peut être mal tourné. C'est rock aussi. C'est vrai que c'était mal. Si vous avez l'esprit mal tourné, vous le prenez comme vous voulez, mais bon. Je voulais pas dire ça comme ça. Ouais. Alors, pas tourné. Parmi ces films de Steven Spielberg, lequel n'a pas été composé par John Williams, compositeur fidèle du cinéaste américain? Sugarland Express, La couleur pourpre, Le Terminal, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, Munich. Je vous l'ai redit, il y en a un que John Williams n'a pas composé. Ah voilà. Sugarland Express, c'est tous des films de Spielberg bien sûr. Oui. Sugarland Express, La couleur pourpre, Le Terminal, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, Munich. Je vous en ai enlevé un en plus. Bizarrement, j'ai fait une émission sur John Williams. Et tu saurais pas me dire. Si. Alors, je pense. La couleur pourpre, avec John Williams. Ouais. La couleur pourpre, vous deux. Ouais. Effectivement. Vous avez raison, c'est la couleur pourpre qui a été composée. Et le pont des espions aussi, c'était pas lui. Il y avait un problème cardiaque. Ouais. Et la couleur pourpre, du coup, c'était composé par qui Vous savez pas? Quoi? Couleur pourpre. Par un mec qui avait moins de talent. Pourtant, c'est un gars qui a fait des tubes. C'est Quincy Jones qui a composé la couleur pourpre. Oh, putain. Ouais. Mais il a quand même un peu moins de talent que John Williams, ouais, parce que c'est quand même. Powers, attends, c'est bien Quincy Jones. Je sais pas du tout. Il me semble, parce qu'on le voit dans le 3, tu vois, en train de faire des. Mais on voit Spielberg en train de faire une acrobatie d'ailleurs. Avec Tom Cruise aussi. Avec Tom Cruise. Non, c'est dans le. C'est dans le 2, je crois. Ouais. Mais je les ai pas vus alors. Quoi? J'ai vu que le premier. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu le film que je t'ai prêté, Top Secret? Non, pas encore. Je vais les regarder, t'inquiète pas. Des frères Regardez Top Secret des frères Zucker. Du coup, John Williams, c'est quand même Les Dents de la Mer, Harry Potter, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Star Wars et même une émission spéciale Radio Campus durant l'été, à laquelle je n'ai pas été invité du coup comme ça revient. Mais pour notre petit extrait spécial John Williams, on se consacrera au thème épique spécialement composé pour le 3e épisode d'Indiana Jones, la dernière croisade, qu'on avait revu ensemble. Raphaël, on se l'écoute. Qu'on avait revu grâce au pass intégral. Grâce au pass intégral. Tout est, tu vois, tout est le pass intégral. Alors, aujourd'hui, pas de résumé raté, vu que ce sont des musiques, mais ça sera la musique ratée. J'ai peur de tenter cette expérience. C'est ça. Oui. Donc, le résumé raté, d'habitude, je dis un résumé qui a à peu près bon. Juste, c'est une question toute bête, mais comment t'as fait pour écrire ce que tu dois chanter? Tu l'as pas écrit? Je l'ai pas écrit. Ouais, c'est ce que je me disais. Non, je l'ai pas entraîné, c'est vraiment la merde. Ah, tu vas chanter là? Alors, je vais fredonner quelque chose qui ressemble à peu près. Ah, mais c'est génial! Et bon, alors sachez que c'est la première fois que je le fais. Ça va sûrement être ridicule, mais bon, je le tente quand même. Ok? Allez, vas-y. Alors. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu Maceo Parker? J'ai besoin de toute ma concentration. Merci Arnaud. Tout le monde écoute. Simon Baychou. Le parrain. Je vous ai dit que c'était la musique ratée. Ah oui, non, mais tu le fais mal bien en fait. Je le fais mal bien. C'est ça. Il fallait quand même que vous trouviez Le Parrain de Francis Ford Coppola et la composition magistrale de Nino Rota. On se l'écoute quand même en vrai parce que c'est beaucoup mieux. Moi je trouve que tu le fais mieux. Hein. Un petit point sur les scores. Gauthier et Marie sont à 10 points et Raphaël et Elisa à 9 points. C'est très serré. Une réplique, un film. Je peux quand même la faire celle-là aujourd'hui. Dans quel film entend-on cette musique dans une séquence cultissime? Seigneur des Anneaux.
Ah oui. J'avais essayé de vous laisser le forfonnant, mais effectivement. Le retour du roi. Le retour du roi, 3e et dernier épisode de la trilogie de Peter Jackson et la BO toujours signée par Howard Shore. 11-9 pour Gauthier et Marie. Question alors. Ryuichi Sakamoto est un très grand musicien japonais, j'espère que vous le connaissez quand même. Il a notamment composé les bandes originales du Dernier Empereur de Bertolucci, de Snake Eyes par Brian De Palma ou encore récemment de The Revenant d'Inarritu. Parmi les 4 films que je vais vous dire, dans lequel Sakamoto est à la fois acteur et compositeur de la musique du film. Attention, Femme Fatale de Brian De Palma, Talon Aiguille de Pedro Almodovar, Furio de Nagisa Oshima, New Rose Hotel d'Abel Ferrara. Je vais les redire. Femme Fatale de Brian De Palma, Talon Aiguille de Pedro Almodovar, Furio de Nagisa Oshima, New Rose Hotel d'Abel Ferrara. Il y a un de ces films où il est à la fois acteur et réalisateur. Il y a un piège, le film qui sonne un peu asiatique. C'est pas la C, mais j'hésite entre la D et la B. Alors, c'est-à-dire entre. Moi j'ai dit une fois Femme Fatale, Talon Aiguille, Furio, New Rose Hotel. Pour l'équipe de Raphaël et Lisa. Moi la D. Ferrara. Ouais, pareil. Ferrara, New Rose Hotel. Ouais. Moi je vois bien. Ok, et pour vous? Furio. C'est effectivement Furio. Oh non, mais Sakamoto joue le commandant impitoyable du camp dans lequel le personnage de David Bowie est interné. Ouais, cette musique est tellement bien que PNL l'a reprise. Sur Chiki Chiki. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, la musique n'est jamais sortie parce que ils n'avaient pas pris les droits. Ils n'avaient pas demandé les droits à Sakamoto. Et nous aussi, on n'a pas les droits, mais on la passe quand même. Quand t'as aspiré comme ça, tu mets bien la réponse. Ah, c'est la version de. Non, c'est la version du film. C'est la vraie version. D'accord, ok. Non, parce que je me suis dit. On perd là, on perd. Ne vous inquiétez pas, la dernière question on vaudra 3 points. Oh non. Parce que non, mais elle vaut 3 points parce qu'elle est assez particulière. Oui, mais c'est la mort subite là après. Ça fait 12-9 là, mais c'est pas la dernière question, c'est l'avant-dernière. Voilà, on laisse Sakamoto finir. Donc 12-9 pour Gauthier et Marie. Petit blind test classique. Dans quel film on entend cette musique? Edouard Main d'Argent. Il y a eu de la triche sur le plateau, j'ai vu. Je l'ai vu en direct, il y a eu de la triche là. Je dirais Tim Burton. Edouard Main d'Argent. Ah bah oui, bah là, je ne sais pas quoi faire. Alors, je suis malentendante. Balance. Je ne peux pas tricher. Mais oui, mais là c'était plutôt de la vision. Du coup, non, je l'ai rien vu. J'ai des lunettes de soleil, je ne vois rien. La deuxième partie ressemble vachement au thème de Batman. Enfin, dans Tim Burton. La musique de Tale of Tales aussi. Matteo Garonne, ouais. Du coup, je suis gêné, je vous l'accorde pas. Bon, je vous l'accorde, allez, quand même. Parce que pour Marie et Gauthier, c'est quand même elle qui l'a dit avant. Donc, Edouard Main d'Argent de Tim Burton. Il faut que tu rajoutes un point pour Gaël qui n'est pas là, mais qui a trouvé la musique. Sur le canapé tranquille. Exactement. C'est bien sûr Daniel Elfman. D'ailleurs, chez vous, si vous avez trouvé, vous avez un point aussi. Exactement. 13-9. Bon, on se fait quand même la dernière. C'est aussi une musique de film à trouver. Je vous laisse là-dessus. Le stade est rempli. Attends, quel film Star Rocket. Attends, c'est pas le crocodile du Botswana? Non. Ah, allez. Qu'est-ce que c'est? Motivation là, allez. Non. Motivation. Si vous avez remarqué, on n'a pas parlé d'un individu aujourd'hui. On n'a pas parlé Laurent Dutch. Ouais. Dans quel film a-t-il joué? Mais il joue partout ce con. Il joue pas. Laurent Dutch, mais il a toujours un caméo à un endroit. C'est pas dans. Non, je sais pas. Vous avez pas trouvé? C'est un film sur le foot du coup. Ah, les Non. Les seniors. Les seniors. Non. Quoi? Un film avec Laurent Dutch. Les collègues. Non. Ah ouais, faut un jeu de mots sur le foot à la con. Quand on dit 1 et 2. 3-0. Ah, bravo, tu as trouvé. 3-0. Qu'est-ce que c'est cette beaufrie? 3-0 de Fabien Antoniente. Tu connais pas ce film? Ah, avec Laurent Dutch, Gérard Darmon,
Qui d'autre? Tommy Bugsy qui chante cette magnifique Gérard chanson. Darmon, il fait 3 films par an et la moitié c'est bien. Non mais avec Samuel Le Bihan, Gérard Lanvin, tu vois, grand film. Isabelle Nanty, 3-0. Il fallait conclure avec une BO culte. Non mais forcément. Pour ce quiz spécial culte. C'est impressionnant, donc du coup ça mérite bien un 6. Non, ça méritera juste un 3, j'avais quand même dit 3 points. Gentil. Bon, mais ça vous fait pas gagner quand même, puisque c'est Gauthier et Marie qui l'emportent avec 13 points contre 12. C'était serré. Contrairement au quiz de la semaine prochaine, il n'y aura pas de cadeau cette semaine, c'est ça? Non. Parce que la semaine prochaine, je vous propose de gagner un totem de Harrison Ford. C'est pas aux auditeurs que tu leur proposes, c'est vraiment dégueulasse que non mais bon, excusez-moi, mais... Alors, on va mitonner un petit quiz avec Marie, mais du coup, il y aura ce cadeau. Un totem de Harrison Ford qui fait au moins 1m... Harrison Ford qui fait au moins 1m80, mais je sais, mais le totem aussi. Du coup, sa cicatrice, elle fait combien cette fois? C'est vrai. Un point que tu soulèves qui est assez intéressant, je vais voir. Et il y aura quand même Laurent Dutch. Attends, mais je vais on va rien révéler. Il y aura Richard Anconina. On ne dira rien. Attention, ça va être que des private jokes, ce quiz. Non mais ouais, du coup la semaine prochaine on parlera de Happy End, de Téhéran Tabou et de Le Sens de la Fête. Et Blade Runner 2040. Blade Runner, bien sûr. Non mais ça c'est évident. Blade Runner évidemment. On va se laisser, donc cette émission était assez courte d'ailleurs, merci d'être venu, merci à Arnaud pour la technique. On se quitte donc avec le dernier album donc, de Hugo TSR avec le morceau qui porte le nom de l'album, donc Tant qu'on est là. À la semaine prochaine. J'évite le sort des Twin Towers. Ça crie au meurtre, j'ai les moyens du film d'auteur. Les dents plus longues qu'Austin Powers. Pris vitesse, tout va pas bien, toute une jeunesse en surplus d'hormones. Je crois que mon ange gardien fait son business avec le croque-mort. Des jeunes en perte, de repères, s'il faut ils te montent en l'air. On rate dès qu'on s'emmerde, si je tourne en rond c'est que j'ai du plomb dans l'aile. Regarde dans le coin des flics qui boivent, des jeunes qui trinquent. On vieillit depuis tout petit, j'ai des cheveux gris comme petit trunk. On bat des drôles de records, trop de contenu pour en faire une playlist. Les kamikazes périssent, 957 pour un tour du périph'. Tes mains nous regardent, on aime le rap et la locale. Ouais, H24 j'ai mal au crâne, mais bon je me dis que c'est pas trop grave. Mais je fonce vers l'hôpital quand je fais grimper l'action de Pernod Ricard. Que de la défonce et l'île de France, on veut voguer vers d'autres rivages. Si mon corps c'est mon hôtel, alors j'ai plus d'étoiles. Je vois plus Sky, même quand je fume pas, je laisse une odeur de fumée froide. On est tous encastrés, ce quotidien nous rend tarés. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Petit frère Vandelassé passera la nuit sans s'élasser. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Ils font des trouvailles malsaines à chaque fois qu'ils draguent la scène. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Un score record pour le FN, ils nous effraient mais qui les freine. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. J'ai un orchestre au bout des doigts mais y'a ni instrument ni batteur. Un PC, un mic et une canette de Königsbacher. Je suis juste un jeune pirate né sous l'effet de la rue Bichard. C'est le coup d'épée après CD, t'as les oreilles d'un rugbyman. Pour mon crew tout le monde crie, ça craque dans le coin, ça pue le crack, trop de